Et ça n'est pas normal. Au niveau du monde carcéral, les conditions de vie, on sait que Yaoundé, la prison centrale de Yaoundé, Nkondengue, a été conçue pour environ 1000 personnes. Mais on voit qu'elle contient environ 4500 personnes. Sur la prison centrale de Nouvelle à Douala, elle est conçue pour 800 personnes, mais ils sont déjà pratiquement 3500 personnes. Comment voulez-vous que les gens puissent vivre dans ces conditions-là? Un détenu n'est pas un paria, il a vocation à être remis en société, et donc les conditions de détention doivent être absolument respectées. Donc vous comprenez très bien le procès qui est fait à l'armée. Vous le comprenez également, vous, Aïssi Bessala? Pas totalement. Je suis parfois abasourdi. Enfin, je rappelle aux téléspectateurs que la République du Cameroun n'a à peine que 60 ans. C'est une république en construction. Et ici, autour de la table, les gens reconnaissent les avancées en ce qui concerne l'état de droit. D'ailleurs, j'aurais dû aussi commencer par là. Longondo qu'on célèbre aujourd'hui n'a pas toujours été là. Longondo renaît avec la renaissance du renouveau, et comme tant d'autres associations culturelles dans la République qui étaient interdites. Donc l'état de droit est en marche. La création de la commission dont on parle aujourd'hui, c'est un signe que l'état de droit se met en poste très net et clair. Mais du coup, du jour au lendemain, est-ce que cet état va être idéal comme on veut? Non, il faut du temps. Quand on regarde dans beaucoup de vieux pays, ce type de commissions qui ont peut-être plus de 100 ans sont toujours en état d'amélioration. L'amélioration est possible. La preuve est que nous sommes là et chacun va s'exprimer, apporter sa part. Les critiques ne sont pas toujours la destruction, c'est la recherche de l'amélioration. Donc je trouve que ici, à ce stade, je trouve que la commission a fait son travail. Elle a été créée par le pouvoir, ce qui veut dire que le pouvoir est conscient qu'il faut un état de droit, le respect des droits des hommes. Alors, Denis Kobo, est-ce que tout ce qui est finalement contenu dans ce rapport ne vient pas, comme qui dirait, jeter un discrédit sur les victoires jusqu'ici enregistrées par l'armée camerounaise, en remettant bien sûr en question les méthodes utilisées? Peut-être je vais vous surprendre en disant que le rapport de la commission est une nullité absolue, parce que c'est un répertoire de ce qui a été dit par tout le monde. Le régime qui empêche à un militant politique, un dirigeant politique, de distribuer une charte qui a les numéros de téléphone, qui a le logo d'un parti politique, alors que ce parti politique est légal. Régime dans son essence et dans son fonctionnement. Nous sommes beaucoup d'associations au Cameroun. Je suis à la tête d'un syndicat. Je connais comment est-ce que le régime bouge lorsque vous voulez poser un acte qui peut porter atteinte à son image. Donc, la commission de contrôle, je suis surpris que Maximilien, qui a été mise à mort, je veux dire, entre guillemets, par les gens du régime pour ce qu'elle avait dit, se félicite de ce qu'on ait repris ce qu'elle avait dit et qui faisait un tollé général. Vous voyez ce que le roi a dit. Peut-être parce que finalement, c'est un combat droit de l'homme. Parce que ça aide à diluer entièrement ce qui a été dit, ce qui a été fait. Vous savez, en matière de... Je suis contre ceux qui pensent que militer pour les droits de l'homme, entre guillemets, est une activité oisive. C'est-à-dire que vous dénoncez, la police a tapé tel, la police avance, vous dites que tel a giflé l'autre, il continue à le faire. Et c'est ce que la commission fait. Elle répertorie un certain nombre de choses en prison. Mais ça fait, nous sommes à Douala, je suis reporté ici depuis bientôt 20 ans. Tout ce qui se dit là, ce qui se fait, au vu aussi de tout le monde,
On a vu la prison brûler. Pendant que la prison est en train de brûler, il y a un cordon de sécurité qui ne veut pas qu'un seul détenu fuit. Il n'y a aucun dispositif pour recueillir les détenus, les contenir dans un lieu sûr, pour les ramener. On fait tout pour qu'ils restent là. On évite peut-être que la fumée à les asphyxier. Mais rien n'est fait. Et on montre ces images à la télévision. Comment est-ce qu'il y a incendie dans une prison et on a les forces de sécurité qui maintiennent les prisonniers là. Ailleurs, on les aurait tout simplement évacués. On serait revenu avec eux. Ça, c'est le respect des droits de l'homme. Quand vous dites qu'on parle que les mineurs... Mais c'est comme ça que... C'est d'une normalité légendaire. C'est comme ça que les prisonniers vivent au Cameroun. On met les filles souvent... On met des grands criminels avec les gens qui ont tenté d'arracher un porte-monnaie. Vous pensez que les gens qui sont en charge des prisons ne savent pas ça? On le sait. Quand vous êtes une organisation sérieuse de défense et de protection des droits de l'homme, vous faites des rapports circonstanciés. Moi, je travaille en tant que syndicaliste avec le comité pour la protection des journalistes. Quand il y a atteinte aux droits d'un journaliste, sur le champ, à la seconde, nous on intervient et toutes les organisations partenaires, en temps réel, sont en alerte jusqu'à ce que l'incident soit réparé, jusqu'à ce que justice soit faite. Il y a des gens qui ont été aidés, on a ramassé des journalistes qui sont en cellule, on n'a jamais entendu la commission, soi-disant commission des droits de l'homme, dit un mot, même pour accompagner nos déclarations. On a même pris acte de la déclaration que telle association a faite, la déclaration que tel syndicat a faite. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est gardé de façon illégale. Vous savez ce qu'on fait avec les gens dans les brigades de gendarmerie? Quand vous allez à la brigade pour un rien, on attend son compte. Si vous ne payez pas, vous ne sortez pas de là. Mais si vous allez avec votre ami pour une petite dispute, il faut payer quelque chose. La commission sait que c'est comme ça que ça se passe, que c'est un poste de péage. Mais les droits des citoyens sont bafoués ici le plus officiellement du monde possible. Sauf qu'on a mis quand même une commission qui va, en 2015, faire un rapport pour dire qu'il y a des choses qui sont passées en 2014. Les choses ont répertorié et ils ont même demandé aux autres d'envoyer leur rapport parce qu'ils existent où? Cette commission travaille comment? Est-ce qu'on s'est retrouvé sur le terrain, devant une brigade, devant un commissariat, ou à l'Assemblée nationale, lorsqu'on a tabassé des militants politiques? Est-ce que vous avez vu un membre de la commission venir s'enquérir de la situation sur place? Parce qu'en venant, en posant ce type d'acte, ce qui bafoue les droits de l'homme serait qu'à tout moment, vous pouvez être surpris par des membres de la commission ou des enquêteurs de la commission dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, il faut qu'on passe à une autre étape dans notre pays, qu'on ne soit pas là à siffler pour accompagner le régime, que ceux qui militent en faveur des droits de l'homme posent les actes forts pour empêcher que les droits de l'homme soient violés. Il y a tout récemment des gens qui sont allés enlever un journaliste sur un plateau de télévision. Il était en studio, on allait l'enlever, personne n'a rien dit. Même la télévision d'où il a été enlevé n'a rien dit. Moi j'ai écrit là-dessus. Non, j'ai dit, mais c'est toi qui écris là-dessus, mais pourquoi est-ce que on vient c'est-à-dire on vient si on nous débarque du plateau des civils, il serait anormal quand même qu'on entende un civil dire ce n'est pas bien. Donc, il faut qu'on soit le plus offensif du monde possible. Il faut qu'on fasse attention au type d'institutions que le régime met sur pied pour aider à diluer les actions citoyennes, pour que ceux qui se battent de front contre le régime. On ne se bat pas avec les gangs de loups face à un régime qui a des chicottes, qui a le gaz lacrymogène, qui a du piment pour verser aux autres. Il faut considérer ces gens comme étant des ennemis de la liberté, comme étant des ennemis des droits de l'homme, et le dire partout sans crainte. En le disant en temps réel, on va faire l'économie des rapports qui viennent un an après répertorier ce que les autres ont dit sans que cela ne fasse honte. Parce qu'ils ont des budgets pour ça, alors que les autres n'ont reçu rien, aucun copec de l'État pour faire ce même travail-là. Alors, non, c'était pour ajouter à ce que les autres ont dit, parce que c'est une position qui... mais en tout cas, je ne pourrais pas partager l'opinion. Nous sommes des victimes, on ne peut pas venir ici dire des mots doux à l'endroit des bourreaux. Alors, maître Djangué, justement, j'aimerais savoir, sur la balance, combien pèse ce type de rapport? Parce que ce qui est décrié, ce qui est contenu dans le rapport est vécu par les Camerounais depuis plus de 20 ans. Combien pèse finalement ce type de rapport? Est-ce qu'ils éveillent vraiment les consciences? Disons qu'il faut apprécier le rapport à sa juste valeur. Hein. Nous sommes dans une république. Tout à l'heure, M. Aïssi a indiqué que nous sommes en pleine construction. Je vais dire que lorsqu'on construit, il y a quand même des prérequis. Il y a des bases, il y a des fondamentaux. Et lorsque nous apprenions le droit à l'école, la définition qu'on donnait des droits humains, parce qu'en réalité on ne parle plus de droits de l'homme,
parce qu'il y a un problème de genre en ce moment, des droits humains, ça renvoyait aux droits inaliénables, aux droits sacrés, aux droits qui sont propres à l'homme, à la personne. Et de ce point de vue, lorsque on agit dans une société, la mesure, la valeur suprême, ça doit être l'être humain. Alors, cela étant dit, lorsqu'on fait un rapport comme celui-là, il faut d'abord comprendre d'où vient le rapport. D'abord, comme Madame m'a dit, c'est très souvent une collecte de données. Ça veut dire que la commission travaille sur la base des rapports qui sont faits par ses antennes et par les autres organisations qui sont dans le même secteur. À côté de ça, il y a des citoyens eux-mêmes qui saisissent très souvent soit les antennes, soit la commission. Et parfois même, il y a la commission elle-même qui se saisit. Donc tout dépend. Alors lorsqu'on fait un rapport comme celui-là, il est le reflet de la société. Ça, c'est la première des choses à dire. Il est d'abord le reflet de la société. Mais, est-ce qu'il est coercitif? Est-ce qu'il est efficace? Je crois que tout à l'heure, les autres ont posé ce problème-là. Par rapport à l'indépendance, je dirais, lorsqu'on nomme les membres de la commission, je crois qu'ils sont pour 5 ans, renouvelables. Ce sont des personnes qui ont des positions dans certains corps de métier, qui ont un certain vécu, ainsi de suite. C'est des personnes qui ont certaines garanties d'indépendance. Sur le plan structurel, il n'y a aucune disposition qui leur interdit d'être corrects, de faire leur travail, de dénoncer. Aucune. Donc ici, je dis, s'il faut apprécier le rapport, je dirais, je l'apprécie à sa juste valeur. Mais chez moi, il y a un problème d'être humain, un problème d'homme. Les personnes qui sont membres de la commission, c'est elles qui doivent donner la dynamique à la commission. Parce que lorsqu'on dénonce, par exemple, les magistrats, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il ne suffit pas de dénoncer. Il est même indiqué, quand on regarde la loi sur la commission, qu'ils peuvent demander que des sanctions ou des poursuites soient engagées contre certaines personnes. Et je pense, on l'a fait ça avec l'antenne de Douala, on a stigmatisé certains faits à un moment, on a demandé qu'on poursuive ces personnes-là. On a mis la pression. Donc, la commission peut effectivement le faire. D'autre côté, on ne va pas être dans un système manichéen. La faute revient également aux Camerounais. Les Camerounais, lorsqu'ils se plaignent, ils pensent qu'il suffit de dire que j'ai subi telle ou telle exaction. Il faut aller au combat. Les droits de l'homme, c'est un concept. C'est des droits qu'il faut aller conquérir. Parce que tout à l'heure, monsieur a parlé de la liberté, madame plutôt, la liberté d'expression ou de manifestation. Mais lorsqu'un sous-préfet interdit une manifestation, ou bien vous commencez et il vient, on vient vous interpeller, ainsi de suite, il y a des actes à poser après. Vous pouvez le fragiliser. Donc on peut utiliser les moyens de l'État contre l'État lui-même. Mais ils se plaignent, ils viennent dans les médias, ils se plaignent et ça s'arrête là. Je dis, lorsqu'on poursuit un sous-préfet, cela se fait tous les jours un préfet, on peut le poursuivre en indemnisation. On peut le poursuivre ou bien pour excès de pouvoir, ça dépend. Mais il ne suffit pas de se plaindre de dire, la commission est là pour dénoncer. Mais nous-mêmes, les acteurs, les citoyens, nous devons nous-mêmes prendre la lutte en main contre nos libertés. En fait, pour nos libertés. Dans Massimilien Gomben, dénoncer aujourd'hui seulement, ça ne suffit plus. Il faut faire plus. On attend beaucoup plus des organismes comme le vôtre, par exemple. Je ne répondrai pas à la question comme ça, parce que ce serait linéaire. Je voulais d'abord dire une chose par rapport au rapport sur l'armée camerounaise. Je reviens, si vous permettez. Oui. Il faut dire que depuis l'indépendance, au moins, l'armée camerounaise n'a pas fait une guerre, même avant. Parce que la guerre de l'indépendance, si j'ai bonne mémoire, nous a été imposée. Donc, on n'était pas en guerre contre un État. Donc, l'insécurité causée par Boko Haram surprend l'armée camerounaise qui n'a pas eu à se former davantage sur, n'est-ce pas, les guerres. C'est la vérité. Et même encore que même les grands pays qui sont formés, qui ont fait la guerre pendant longtemps. Non, je me refuse toujours d'aller prendre des exemples des grands pays où je ne suis pas, et alors que je suis chez moi et que je peux parler aisément du Cameroun. Donc,
Nous sommes là devant une situation qui nous a imposé. Qu'est-ce qu'il faut? L'État du Cameroun prend des mesures exceptionnelles, c'est ça. Quand il y a une situation exceptionnelle, on prend des mesures exceptionnelles pour, n'est-ce pas, accompagner l'armée dans sa mission, une mission difficile. Vous voyez maintenant de plus en plus, c'est des filles de 14 ans qui se font... donc c'est difficile parce que vous ne savez pas qui est qui. Ça n'a pas été tout le temps fait. Parce qu'au départ, nous avons minimisé, n'est-ce pas, la portée de cette question-là, en pensant que dans le sillage, c'est une petite déstabilisation, de ceci, de cela. On a entendu aussi ça sur les plateaux. Donc quand l'armée est devant les faits accomplis, effectivement, on ne peut qu'assister aussi aux violations des droits de l'homme. Et les organisations de la société civile sont là pour dire attention. Alors notre rôle, ce n'est pas d'aller faire le travail du gouvernement. Je suis désolée, les organisations de la société civile ne peuvent pas se substituer à l'État. Et elles attirent l'attention de l'État sur ce qu'elles constatent sur le terrain et elles rappellent à l'État de respecter ses engagements librement ratifiés, que ce soit au niveau national, régional ou international. Ce n'est pas nous qui avions demandé qu'il les ratifie. Donc voilà le rôle d'une organisation de défense des droits de l'homme. Ne leur demandez pas d'aller arrêter le sous-préfet. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est la première chose que je voulais relever. La deuxième chose sur la commission, la commission nationale des droits de l'homme et des libertés ont été mises en place effectivement parce qu'on avait pensé que dans les pays de l'Afrique, ce n'est pas propre au Cameroun, parce que ce n'est pas le renouveau que nous a donné la commission. Donc il faut souvent que quand on est là, qu'on se dise des choses. Parce qu'on a constaté que c'est un mécanisme qui peut être mis en place pour réguler un peu les droits de l'homme, pour amener à l'État, n'est-ce pas, d'avoir une vision un peu plus ample sur les questions des droits de l'homme. Alors, dans des autres pays de l'Afrique, il n'y a pas la commission nationale dans les pays des anciennes démocraties. Il n'y en a plus. Donc, dans les pays d'Afrique, dans d'autres pays, elle est mise en place de manière consensuelle. C'est-à-dire qu'on laisse les personnes élire. Les corps de métier élire. Voilà, les organisations de la société civile se réunissent, disent, les journalistes disent ainsi de suite, et puis on donne cela pour, n'est-ce pas, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, pour que ça devienne légitime. Ce n'est pas, et ce n'est qu'en Afrique centrale, pour vous dire, que les commissions sont mises en place par décret présidentiel. Allez en Côte d'Ivoire, même si je ne partage pas la démocratie, allez un peu au Sénégal et autres, et vous allez donc voir le rôle que jouent ces commissions, parce qu'effectivement, elles ont été mises en place selon les normes qui régissent les commissions nationales. Dans le fait Ce n'est pas le cas ici. Le fait que la commission ne soit pas indépendante, c'est ça le véritable problème. Non. Je voulais d'abord poser, parce qu'on nous a dit que la commission a été créée par le Renouveau. Donc je voulais d'abord relever comment les commissions devraient être et comment le rôle qu'elles ont joué ailleurs quand elles ont été indépendantes. La commission nationale au Cameroun n'est pas indépendante. J'ai fait des missions, le REDAC a fait des missions conjointes avec la commission nationale. Au bout d'un moment, vous voyez très bien qu'elles étaient embêtées de continuer parce que qu'est-ce qu'elle va dire ? À ce moment où maintenant il faut passer à l'acte, il faut bien qu'elle dise quelque chose pour que... Bon, et puis ça devenait un peu de recul. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a le président de la commission lui-même vous a dit ça un jour à la télé. On dit il y a un budget, mais on n'a jamais donné cet argent. Ils ont des problèmes de moyens financiers, parce que même comme elle est mise en place par le gouvernement, il y a certains tapis dans l'ombre qui ne veulent même pas, cette petite coquille vide, c'est la vérité aussi. Donc c'est pour cela que, Denis, il faut un peu saluer ce petit courage-là, parce que tapis dans l'ombre, certains ne veulent pas, donc ils n'ont pas de budget. Vous allez à l'antenne, là, souvent, c'est vous faites comment on appelle ça, un séminaire, c'est vous qui leur dites, bon, vous payez le taxi. Ce n'est pas croyable. Et puis, il faut aussi dire que, aussi là-bas,
ils ont eu des cambriolages, parce que tout le monde n'a pas besoin que la commission, même comme elle est là, qu'elle existe. Donc c'est une question d'intérêt. Donc je voulais dire que cette commission, nous devons inciter l'État à ce qu'elle change de configuration, pas de personne. Peut-être que si elle change de configuration au niveau organisationnel, c'est-à-dire que comment on amène des gens à être dedans, ça c'est... Par contre, nous pouvons faire la pétition, vous, les avocats, les syndicats, les journalistes, et tout le monde, y compris même des partis politiques, en disant ça a été comme ça ici, et ça n'a pas fait du mal pour l'avancement d'un État de droit. C'est peut-être notre rôle aujourd'hui, à nous tous, de constater, après ce rapport, qu'on peut saluer, mais qui ne va pas aller loin. Parce que quand ils vont prendre ça, ils vont dire, bon, ok, parlez toujours, ça ne fait rien. Comme on ne peut pas sortir pour faire une communication là-dessus, parce que c'est quand même, ça sera se dédire, c'est-à-dire que la commission n'est pas indépendante, et je suis d'accord avec Denise, parce qu'une sortie du porte-parole ne sera pas là, parce que effectivement c'est pour démontrer que, vous voyez alors, vous dites toujours qu'on ne fait pas ceci, mais la commission elle-même vient de dire, il n'y a jamais, on n'a pas, est-ce qu'on a dit non? Alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas les voies appropriées, parce que ça ne va rien régler sur le fond. Mais sur la forme, c'est bien comme ça. Au moins qu'on distribue aussi ça et qu'on en parle comme ça pour que les gens sachent au moins que ça existe. D'accord. Célestin Diamène, donc maintenant, c'est au gouvernement de jouer sa partition. La commission a fait son travail. Le gouvernement doit, après les dénonciations, doit poursuivre les personnes indexées. C'est au gouvernement de jouer sa partition maintenant. Nous avons la chance de savoir, connaître la vraie nature de ce gouvernement. Je crois que tout à l'heure, Maximilien a rappelé que la commission des droits de l'homme n'avait aucun pouvoir coercitif. Ça veut dire qu'elle dénonce, elle dénonce, elle dénonce. Mais en vérité, on attend quoi? On attend que cette commission puisse prendre toutes ses responsabilités et mettre en application, n'est-ce pas, les dénonciations qu'elle fait. Le problème qui se pose, c'est que, comme pour la CONAC, effectivement, on donne un pouvoir, on va dire, à une commission ou à un comité, mais en vérité, ce qu'elle pose comme acte n'aboutit à rien, puisqu'il faut rapporter l'élément, le rapport qu'ils ont fait au niveau de Toudi, de la présidence, et c'est à eux, ils donnent leur accord pour qu'on puisse éventuellement diligenter des actions en justice, ce qui n'est pas normal. Donc moi je dis que, contrairement à ce que dit Denis, il faut rappeler que même si la commission est dépendante du gouvernement, n'empêche que les actes qu'elle pose, cette commission, sont les actes de courage. Je pense que c'est comme Elecam. Elecam n'est pas obligé de manquer de courage. Même si Elecam a été créé par le gouvernement, on peut estimer que les membres qui constituent Elecam peuvent parfaitement prendre leurs responsabilités à cœur et poser des vrais actes, des actes qui vont honorer l'ensemble du Cameroun, l'ensemble des Camerounais. C'est malheureusement pas ce qu'ils font. C'est exactement pareil pour la CNDHL, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont créés, c'est une institution gouvernementale, mais je pense qu'il faut, nous, hommes politiques, femmes politiques, société civile, etc., devons poser des actes en termes comment dirais-je, de donner un petit courage à ceux qui osent, même si on sait qu'effectivement, le gouvernement ne prendra pas en compte de manière tout à fait réactive cette dénonciation. Bon, maintenant, il faut simplement dire que aujourd'hui, vous savez, à l'époque, quand monsieur... pour prendre un cas qui est plus ou moins connu en France, quand M. Chirac a appelé Sarkozy au gouvernement, il ne s'imaginait pas un instant que Sarkozy venait pour le finir. De la même façon que si on remonte à l'histoire, Néron a tué Brutus, alors que c'est Brutus qui l'avait mis là. Donc, il est important de rappeler qu'aujourd'hui, la commission est en place par la volonté du gouvernement, mais il faut impérativement ne pas être systématique, ne pas être, comment dirais-je, politicien dans sa démarche. Quand un organe, même s'il est étatique, pose un acte qui est tout à fait, on va dire, appréciable, il faut le dire, il faut le faire. Mais je suis convaincu qu'en même temps, que dans le pays où nous sommes, on dit que nous sommes un pays démocratique. C'est le discours qui est tenu par les militants du RDPC et le parti au pouvoir, mais en vérité, même la liberté individuelle, on l'a vu la dernière fois sur une chaîne concurrente, pour ne pas la citer, une chaîne qui se situe au niveau de Mobu-Bonakangwa, un journaliste venir à une émission et être enlevé carrément, séquestré, parce qu'ils ont, ils ont pénétré dans un domicile privé, d'un média privé, ils ont enlevé un invité. Ce n'est pas acceptable. Et moi, je l'ai dénoncé à l'époque dans la Nouvelle Expression.
un journal que vous connaissez bien. Donc, en vérité, il y a encore au niveau de la liberté individuelle des choses qui sont absolument inacceptables dans un État qui se veut de droit démocratique. Hein. C'est pareil pour les libertés associatives. Aujourd'hui, quand vous manifestez, c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution, mais tant que vous ne chantez pas les louanges du gouvernement, on vous rétorque de façon systématique qu'il y a risque de trouble à l'ordre public. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc, je pense que le gouvernement a créé cette commission pour se donner une caution, on va dire, démocratique, mais en vérité, dans ce qui se passe réellement sur le terrain, il n'y a pas de véritable liberté. Mais c'est pour ça que je dis à Denis et aux autres qu'il faut encourager ces gens-là qui ont des velléités de l'indépendance. C'est-à-dire qu'ils veulent faire quelque chose, ils veulent dire quelque chose. C'est comme la Cour suprême. Mais à l'époque, ça servira à quoi finalement? Non, mais ça peut servir à quelque chose. Les germes, vous savez, comme disent souvent les UPCistes, le sang des martyrs sert de germe pour les futurs combattants, les libertés. Donc, il faut prendre l'exemple de la Cour suprême. Elle est également mise en place par l'État camerounais. Mais les magistrats, ils ont prêté serment. Ils peuvent poser des actes d'indépendance parfois, hein, quitte à être répréhendés par le système. Mais il faut que si un des magistrats, au sein de la magistrature, pose un acte courageux, il faut le dire. Je prends l'exemple simple du juge Schlick, qui avait pratiquement innocenté Mebara, Atang Mebara, emprisonné aujourd'hui en Koningui sur quasiment 4 chefs d'accusation, les plus profonds, les plus fondamentaux. Il a été convoqué à la présidence de la République parce qu'il a posé un acte courageux. Aujourd'hui, il a pratiquement disparu. Donc, il faut aussi comprendre que quand vous êtes dans une profession, vous faites vos métiers, faites-le bien, oubliez celui qui vous a nommé. Posez des actes de courage qui vont honorer et votre patrie et vous-même. Un qui, je sais, ne sera pas d'accord avec vos propos, c'est bien vous, Aïssi Bessela. Non, pas du tout. Si je suis pour la démocratie. Ça veut dire en fait que le gouvernement fait semblant de vouloir que les choses avancent en mettant sur pied de telles commissions, mais maintenant, quand il faut agir, si je n'acceptais pas les propos des autres, je ne serais jamais venu ici. Nous sommes là pour que chacun émette ses idées tranquillement et rentrer en paix chez lui. C'est ça la démocratie. Donc vous partagez son point de vue? Si vous me donnez la parole, c'est pour donner le mien. Il a donné le sien. Et le mien est que nous sommes presque tous d'accord ici que les droits de l'homme doivent être sacrés, doivent être respectés. Ça, c'est un principe. Comment y arriver à cet idéal? Et vous savez, il y a quelqu'un qui disait que l'idéal, c'est l'horizon. Hein. Pour l'atteindre, il ne fait que reculer. Donc, il faut prendre tous les moyens. Parce que les gens qui parlent autour de la table, ils ne sont pas toujours pour la démocratie. On connaît. C'est pas qui fait allusion, hein, parce que ça en matière de démocratie, je crois que il ne faut pas faire des allusions, la meilleure façon. Non mais attendez, la meilleure façon dites les choses clairement, c'est ça. La démocratie n'est pas toujours. L'État parti à l'IPC donne l'image d'un parti d'un État qui passe. C'est les Stade Diabète, c'est les Stade Diabète, c'est les Stade Diabète. Et mon rôle est de mettre le doigt dans la plaie et puis tout le monde se réveille. Je voudrais dire que moi, il y a quelque chose qui me dérange un tout petit peu dans le rapport en question. Parce que les droits de l'homme, on est d'accord, vraiment, il ne faut pas les transgresser. Mais nous savons aussi que la guerre est une activité juridique. Je crois que Maître saura ça. Même dans la guerre, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. D'accord. C'est pour ça qu'il y a des crimes de guerre qui sont jugés plusieurs années plus tard. Mais dans ce cas-ci, Boko Haram, tout le monde reconnaît qu'il mène une guerre asymétrique. Donc, qu'on reconnaît que ça ne respecte aucune règle. Dans ce cas, une armée régulière va faire comment pour lutter contre une guerre dont les acteurs s'en fichent totalement du droit. Ils s'en fichent totalement du respect de l'être humain. C'est ça la question profonde sur laquelle nous devons tous y aller. On ne peut pas, j'allais dire, verser l'arme de crocodile. L'armée travaille bien. Mais oui, vraiment, il y a des salopards dedans. Alors que ces salopards, s'ils en existent, et je crois qu'ils doivent peut-être en exister, mais ils sont en face des sauvages. C'est ça l'équilibre qu'il faut trouver, la relation dialectique entre la réaction des sauvages face à la réaction d'un corps d'armée qui doit respecter la règle juridique de la guerre. Donc, il faut nuancer cela. C'est tout ce que je voulais dire pour le moment. D'accord. Rapidement, et puis... Oui. Rapidement sur ce sujet, et puis on passe au second sujet. Allez-y. Je ne suis pas d'accord que les gens qui sont nommés à la Commission des droits de l'homme doivent faire un effort mystique pour remplir leur mission.
quand on parle de mission, quand on parle d'objectif, ça doit être équilibré en moyens aussi. Donc, ce n'est pas, en légitimant ça, on accompagne aussi le régime. Je ne veux pas redire que le régime fait fonctionner la commission de cette façon, sans moyens, parce que le régime ne veut pas des résultats que vous attendez. Vous pouvez demander à un commissaire de cette commission de prendre sur lui, parce qu'il est très courageux, d'aller faire le tour du Cameroun pour recenser les cas de violation des droits de l'homme. Vous n'avez pas demandé à quelqu'un qui a allé au Cameroun, qu'il faut que même aller au Cameroun, il va prendre sur lui de mettre 1000 observateurs partout pour lui rapporter des cas de manquements avérés. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour qu'une commission de droits de l'homme fonctionne au niveau de notre pays, il faut que cette commission soit effectivement l'émanation des institutions qui travaillent dans ce sens. Vous ne pouvez pas prendre 6 personnes, 10 personnes, même si elles sont très vertueuses, même si elles sont très intelligentes, leur demander de faire le travail qui devait être fait par un ensemble d'organisations. Alors, vous parlez des magistrats qui peuvent parler sur ce de mais je suis entièrement contre cet avis que le magistrat doit prendre sur lui de faire ce que les autres magistrats ne feraient pas, parce que dans notre pays, est-ce qu'on tolère un syndicat de la magistrature? Quand on tolère le syndicat de la magistrature dans un pays de façon collective, j'ai vu dans un pays, le Niger, le syndicat des magistrats dit qu'il dénonce, comment dire ça, la tentative d'un ministre du gouvernement de se raborder le travail des magistrats, de porter atteinte à l'indépendance des magistrats parce que le ministre est posé en donneur d'ordre. Mais si vous voulez qu'un magistrat camerounais qui travaille pour nourrir sa petite famille prenne sur lui de dénoncer l'establishment qui est au Cameroun, on connaît la force et la férocité de cet establishment-là. Ce n'est pas un magistrat seul, c'est des magistrats pris collectivement dans le cadre d'un syndicat, parce que sous les conventions du travail, le magistrat serait protégé. Ici, quelle serait la protection d'un magistrat qui veut, par un sursaut d'orgueil, faire son travail? Il n'a aucune protection. Il sera voué à la révocation. Il sera voué à rester, vous connaissez comment on affecte les magistrats ici. Dès que vous avez posé un petit acte, on vous envoie à la périphérie, alors que des gens qui sont venus hier doivent tenir des grandes cours, des grands tribunaux pour des opérations de rente qu'on connaît. Donc il faut protéger tous les corps de métier. Pour les protéger, ça se fait par le biais notamment des syndicats. Si les syndicats existaient ici et là, si le corporalisme, je veux dire que si la parité existait même au niveau de la commission, de cette commission nationale des droits de l'homme, c'est que l'ensemble des organisations de la société civile y enverraient des commissaires qui tirent leur légitimité du fait qu'elles existent sur le terrain. Maintenant, la seule légitimité que les gens ont, c'est qu'ils ont été nommés par décret. Et vous savez comment le président lui-même a dit que ce décret-là, un coup de tête, le décret est terminé. Je ne veux pas demander aux individus de faire le travail qui doit être fait par la collectivité. Ce n'est pas possible. Je veux dire une seconde. En une seconde, parce qu'on doit passer à autre chose. Là. Premièrement, on dit qu'en face, il y a des sauvages. C'est vrai, Boko Haram, c'est des assassins, des barbares, tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas parce que vous avez en face de vous des barbares qu'il faut que l'armée nationale puisse se comporter en barbare. En fait, D'autant plus que la barbarie, ça n'est pas contre les Boko Haram. Il y a des populations, Boro par exemple, qui se sont plaintes, n'est-ce pas, des exactions de l'armée. On mélange, on confond tout le monde. L'armée doit pouvoir faire la distinction entre les barbares en face qui en veulent à notre pays, qui agressent notre pays, et les victimes innocentes. Il ne faut pas prendre tout le monde dans le même panier. Donc, il y a déjà ça. Il y a ça. Donc, l'argument qui consiste, parce qu'il y a des sauvages en face de nous, il faut avoir le frein à la main. Non, il faut que l'armée soit digne. Je rappelle que l'armée doit être républicaine, doit en respectant les valeurs républicaines. Maintenant, sur ce qu'a dit Denis, sur l'indépendance de la magistrature, Denis est d'inspiration UP6. L'UP6, nous sommes tous des UP6 putatifs, parce que c'est les gens qui sont morts pour nous, qui ont montré ce que voulait dire l'esprit de sacrifice. Un magistrat qui prête serment au nom du peuple camerounais doit pouvoir m'en donner, dire que je suis magistrat, même si je suis nommé par le prince, je dois pouvoir, même si on me fait des mutations, des choses après, je prends sur moi, je pose un acte. Bien sûr, ce n'est pas une question d'intérêt individuel, c'est une question, on ne peut pas bâtir la grande nation sans passion. Non, je dis qu'il y en a beaucoup qui le font. Vous savez que Denis, par exemple, en 92, quand M. Dipanda Moulé proclamait les résultats, il aurait pu créer un coup de théâtre, dire que M. Biya n'est pas élu, donner les vrais résultats.
Il aurait pu le faire. Bon, il n'a pas eu ce courage. Non, Mais tu as raison. objectif En fait, de tu ne fais que l'autre. conforter Oui, le bien fait sûr, bien sûr. qu'il manque d'esprit de sacrifice. Mais il y a beaucoup de magistrats ça qui qui ont laissé le sacrifice, Donc- qui ont été effectivement sacrifiés parce qu'ils ont fait leur travail. Je dis qu'il ne faut pas mettre Mais ça- tous les mains. Il mais y a des il y a un carriéristes sacrifice. dans toutes les professions. Mais Dans- Ounioba parmi a les été hommes tué. politiques, il Nous y a des continuons. carriéristes. Non, ça- Ounioba a été tué. On continue à c'est combattre. partout qu'il y a des Donc en carriéristes. fait, Je voulais dire ce que je oui, voulais dire. oui, oui. Donc en fait, maître, les magistrats également, ils ont un rôle à jouer pour que de tels rapports aboutissent à quelque chose finalement. Disons que la garantie des droits est entre les mains de l'institution judiciaire. Et je voudrais, avant de revenir sur cette question-là, rappeler à M. Aïssi que la guerre ne doit pas être le prétexte à toutes les dérives. Même quand on est en état d'urgence ou d'exception, il y a quand même la survivance des droits et libertés. C'est sur ça qu'on construit un état de droit. Et justement, même si on est surpris par la barbarie de nos adversaires, on doit justement créer les mécanismes pour protéger les droits et libertés. C'est l'héritage qu'on peut laisser demain à ceux qui vont venir. Alors, Maintenant, je voudrais ajouter quand même que tout à l'heure, j'ai dit que la commission, je l'appréciais à sa juste valeur. Madame m'a un peu emboîté, elle n'a pas allé plus loin. Sur le plan structurel, la commission, effectivement, n'est pas indépendante. Il y a ce qu'on appelle les principes de Paris, c'est-à-dire que les Nations Unies ont élaboré un certain nombre de critères sur lesquels doivent s'aligner les différentes commissions dans les États. Il y a d'abord la question de la constitutionnalité des commissions. On ne peut pas avoir une commission qui est créée par décret. Elle devrait être insérée soit dans la Constitution, soit alors être une émanation législative. C'est d'abord ça, la première garantie de l'efficacité de la commission. À côté de ça, maintenant, il y a les moyens. Et n'oublions pas qu'on est dans un réseau de droits de l'homme dans le monde entier. La commission n'est pas prise de manière simpliste. Elle est dans un vaste réseau. Et justement, on est regardé par les autres pays. C'est bien pour ça que les Américains peuvent se permettre de faire des rapports sur les droits de l'homme. Amnesty International, ainsi de suite. Le ministère de la Justice lui-même fait des rapports. La Cour suprême fait des rapports. L'ordre des avocats fait un rapport, ainsi de suite. Bref, tout le monde peut faire un rapport. Parce qu'en fait, on veut crédibiliser notre image à l'extérieur. Parce que derrière ça, il y a la sécurisation des affaires. Quand on veut développer, on crée les garanties pour ça. Pour terminer, je voudrais quand même revenir à la question des personnes. Moi, je dis, quand on compose la commission, il y a deux types de personnes. Il y a les stratégiques, les membres, les 30 membres qui sont nommés. Et il y a également ceux qui sont opérationnels, ceux qui travaillent dans les antennes, ainsi de ceux qui font les antennes, tout ça. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, ils envoient les informations. Mais ceux qui ont le pouvoir, qu'est-ce qui leur empêche de dire ce qui s'est passé à Maroua, ce qui se passe à Maroua? Ils ont l'information. Ils ont l'information, ils ont la vraie information. Mais ils ne communiquent pas dessus quand on lit le rapport. C'est assez vague. Je dis, il faut d'abord, c'est une question d'homme, je continue à le dire. Parce que si moi je suis avocat, je suis membre demain de la commission. D'abord, je suis avocat, il y a la garantie de l'indépendance. Je suis magistrat, il y a l'indépendance. Si vous ne voulez pas de moi, 5 ans après, vous m'enlevez. Je continue mon beau chemin. C'est ça ma contribution à l'édifice d'un état de droit. D'accord, merci, merci, mais c'est d'ailleurs avec vous que nous allons passer au second sujet. Je voulais dire quelque En chose, une 30, minute. oui, en S'il vous plaît. 30 secondes, Oui. allez-y, puisque vous nous Oui, quittez oui, déjà. oui, de oui, toute s'il façon. vous plaît. Je voulais Oui, d'abord rapidement. dire, oui, rapidement, je voulais d'abord dire 3 choses. La première chose, c'est que il faudrait que l'État du Cameroun, le gouvernement camerounais prenne en charge les frais sanitaires de tous ceux qui ont été bastonnés là, par les agents de l'État là devant l'Assemblée nationale et qui sont aux urgences de l'hôpital central de Yaoundé. Ça, c'est la première chose. Et que les agents de l'État qui ont fait ça soient poursuivis. Voilà, ça, c'est devant la télé. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est les droits de l'homme. Aider aussi un peu par les... Voilà. Donc la deuxième chose, je voulais dire que les procès qui sont intentés là contre les étudiants comme Batum et autres, ça aussi que ça cesse. Parce qu'ils ont essayé de manifester. Les gens sont les mains nues. Les étudiants veulent les bonnes conditions par les mêmes qui ont eu les bourses, qui ont fréquenté avec les bourses aujourd'hui, ils doivent payer, donc il faut que ça cesse. La troisième chose, parce que je vais partir, pour dire que j'ai été surprise. J'étais à la commission, le REDAC a le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme des peuples.
Et la Commission nationale était représentée parce qu'ils avaient une réunion en marche entre eux, ils appellent les institutions nationales des droits de l'homme, des institutions nationales des droits de l'homme. Et pendant les séances, un membre de la Commission veut prendre la parole. À la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, vous ne prenez pas la parole n'importe quoi. Il faut que vous ayez le statut. Et au niveau des commissions, ils ont ce qu'ils appellent le statut d'affiliés. Les organisations, c'est le statut d'observateur. Et après, laissez-moi dire ça parce que c'est important. Pour vous dire jusqu'où nous en sommes. Et elle dit, elle lève le doigt, je veux parler. Et puis moi, j'étais assise à côté d'elle, je lui ai dit, mais non, est-ce que le Cameroun, la commission a pris un statut ici? Il dit non. Je lui ai dit, vous ne pouvez pas parler. Parce qu'il faut en plus déposer votre déclaration avant pour parler. Elle croyait que c'était des blagues. Parce que comme ici, ça se passe dans le désordre, elle se lève et va voir la présidente de la Commission africaine. Elle veut prendre la parole pour parler de la situation du Cameroun. Le président lui dit, le Cameroun n'a jamais déposé son truc, votre commission. Et c'est des gens qui sont là depuis plus de 10 ans. Ils ont été nommés. Ils n'ont jamais su qu'il faut aller déposer au niveau de la Commission africaine la procédure normale. Pour dire quoi? Je termine. Pour dire que les individus donc on peut, s'il n'y a pas une institution qui accompagne, chacun peut toujours avoir ses bonnes intentions. Il faut que, si on commence à prendre chaque individu pour aller faire des choses, je crois qu'on ne s'en sortira pas. Il faut que les institutions soient fortes. Et pour que les institutions soient fortes, il faut que l'ensemble se mette en mouvement. Par exemple, voilà un petit cas. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas déposé statut d'affilié. Et ça se donne en un temps 3 mouvements. Pourquoi la Commission nationale ne le fait pas? Et la personne qui représentait le Cameroun, ça fait son 3e mandat. Est-ce qu'elle ne sait pas que ça se passe comme ça? Elle le sait. Donc, je chute pour dire que... Sauf que vous dites ça depuis, non, parce que je vais minutes. partir. Non, là, je chute sur parce qu'on est resté trop sur les forces armées, parce que je sais que ça anime la diversité. Oui, alors la commission que nous a parlé avons, de plein d'autres choses. Alors que nous avons des problèmes, comme il a dit, j'en passe tous les jours, même problème d'eau, d'électricité, et puis éducation, santé, et bien même la nourriture, parce que là, on risque même d'augmenter le riz, qui est notre nourriture principale, parce que nous ne pouvons pas manger. Donc, je pense que je comprends que la sécurité et la protection des droits de l'homme, surtout quand ils sont touchés par les agents de police ou bien de l'armée, c'est très, très, très important parce que, effectivement, là, tout le monde a peur. Pour dire à M. Aïssi, avant que je ne parte, il ne faut pas divertir les Camerounais. Il n'est pas question ici de dire qu'on n'a pas les barbares devant nous. Et puis, il ne faut pas que vous pensiez qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas conscients de la barbarie que le peuple camerounais vit. Et la demande que, attention, essayons de faire attention parce qu'après demain, il faut penser les plaies. Faire les choses bien. Il faut penser les plaies, parce que quand ça sera fini, avec un rapport aussi vague sur la question, alors qu'il y a des cas, alors qu'il y a ceci, alors qu'il y a cela, il fallait peut-être même donner 2 exemples, ok? Et il faut aller à la prison centrale de Yaoundé, de l'autre côté, pour voir des jeunes qui sont là-bas, qu'on appelle Boko Haram, de 25 à 45 ans. Merci, et madame, je ne suis pas madame sûre qu'ils auront un procès équitable. Merci, madame Maximilienne Gombe. Transition et on passe rapidement au second sujet. La situation des droits de l'homme en période de conflit, notamment à l'extrême nord du Cameroun, est l'une des questions. L'armée qui libère 900 otages et tue une centaine de terroristes, l'annonce a été faite par le ministre de la Communication. C'était mercredi dernier au cours d'un point de presse dans son cabinet. Victoire éclatante de nos forces de défense. D'ailleurs, je vous propose d'écouter Issa Tiroma Bakari dans le 2e élément que la réalisation va nous proposer, le 2e élément. Alors, les forces de défense camerounaises ont mené du 26 au 28 novembre dernier
une opération spéciale d'envergure contre le groupe terroriste Boko Haram dans les zones frontalières avec le Nigeria. Au terme de cette opération, les unités Émergence 4 et Alpha des forces de défense camerounaises, en collaboration avec le secteur militaire numéro 1 de la force multinationale mixte de la Commission du bassin du lac Tchad, basée à Mora, en parfaite synergie avec les forces nigérianes, ont permis de neutraliser et de mettre à mort plusieurs centaines de combattants du groupe ennemi, ainsi que la libération de 900 otages détenus par Boko Haram depuis plusieurs années. Cette opération a également bénéficié de l'appui et des moyens stratégiques des services de renseignement camerounais, ainsi que de l'assistance de nos comités de vigilance. Parmi les ennemis neutralisés, on compte notamment le nommé Aladi Ghana, présenté comme le chef des opérations de Boko Haram dans la zone et qui aurait été aux commandes de plusieurs attaques menées contre notre territoire. Alors, je le précise, les images d'habillage, c'était bel et bien les images des 1500 réfugiés nigériens que le Cameroun a accueillis dernièrement et pas des 900 otages dont parlait le ministre de la Communication. Justement, Jacques Dobel du Messager nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors, de STV. Alors, quelle appréciation vous faites de cette actualité? 900 otages libérés, plus d'une centaine de soldats Boko Haram tués. D'abord, je commence par m'étonner du fait que la sortie du ministre coïncide un peu avec la sortie du rapport de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. C'est un peu comme pour atténuer les affirmations du rapport de la Commission. Parce que je crois savoir que l'armée camerounaise a une structure de communication. Laquelle structure de communication devrait accompagner une opération comme celle que le ministre vient de nous annoncer. Ça n'a pas été le cas parce que nous ne voyons aucune image non seulement de l'opération. C'est vrai, on peut aussi nous dire que pour des raisons stratégiques, on ne pouvait pas filmer cette opération. Mais on n'a même pas d'image des 900 otages qui ont été libérés pour montrer, pour que ce soit une preuve palpable que l'armée a effectivement libéré 900 personnes. Aucune image, tout simplement les déclarations du ministre. Et moi, ça m'embête un peu parce que je ne voudrais pas mettre en doute la bonne foi d'un ministre comme ça, surtout un ministre de la Communication. Mais pour donner du poids aux arguments du ministre, il se devait tout au moins de nous donner les images des gens qui ont été libérés, de leur donner la parole pour qu'ils nous disent un peu comment ils ont été arrêtés, comment est-ce qu'ils ont vécu leur calvaire et comment est-ce qu'ils ont été libérés. Voilà un peu ce que j'attendais de cet élément-là. De cet élément-là. Alors, trop de flou dans cette communication, dit Satirouma Bakary. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Aïssi Bessala? Non, moi, je l'ai entendu très clairement. Il parlait une langue que je comprends très bien. Donc, je n'ai pas senti du flou. De deux, je ne suis pas un journaliste, il y a des spécialistes ici. La communication en temps de guerre n'est autre chose que les gens qui sont en guerre dans le pouvoir donnent les éléments, donnent les informations que ce qu'ils veulent bien le faire. Je vous rappelle que quand il s'agit par exemple de la guerre faite par des grandes puissances, on enferme les journalistes dans une salle et on projette des images en disant c'est ça que vous diffusez. Personne ne bouge. Mais c'est plus tard, quand la guerre est finie, qu'on se mette à faire ce type de commentaires. Maintenant, l'armée camerounaise est encore au front. Je ne demande pas qu'on me dise les secrets, comment ils ont fait. C'est un problème de confiance à son armée.
C'est un problème de confiance à son État, de ma part. Alors, est-ce que Denis Kouébé, pour une aussi grande victoire, est-ce qu'il n'aurait pas fallu que la communication soit, je ne sais pas moi, conjointe avec d'autres ministres? Est-ce que c'était juste au Cameroun de porter cette annonce-là? Parce que c'est quand même une grande victoire. 900 otages libérés, plus d'une centaine de terroristes tués dans le chef de Boko Haram dans cette zone. Bon, disons que puisque on a quand même une certaine idée de ce que c'est que les opérations militaires, je ne voudrais pas être péremptoire, mais même si j'étais très bête, je saurais que ce qui a été dit n'est pas vraisemblable. Ce n'est pas imaginable que les choses se soient passées ainsi, parce que nous n'avons jamais appris qu'on avait enlevé 900 personnes et plus dans la zone indiquée. Tout au plus, tout le monde entier sait qu'il y a des filles qui ont été enlevées à Chibok et que malgré toute la gesticulation de certains pays occidentaux, au moins la moitié de ces filles ont été mariées aux combattants. Également, j'ai entendu parler de ce soi-disant chef du Boko Haram au moins à 3 reprises. Je crois que ce sont les gens qui aident la mauvaise communication gouvernementale qui ont dit, une fois que ce monsieur était mort, qu'il avait été capturé, et une troisième fois, on l'annonce encore pour capturer. Mais ce nom ne peut pas ressembler à un nom d'un chef du Boko Haram, parce que ce n'est pas comme ça qu'il s'est dit que les gens du Boko Haram prennent même des pseudonymes. Ce n'est pas, c'est la formule avec Aladji, ce serait quand même une chose miraculeuse. Mais ce n'est pas facile de concevoir, comme ICBF a dit, de concevoir ce type de message avec tout ce qui a été dit depuis le début de cette guerre-là. Parce qu'on regarde le type de dispositif que le ministre écrit, c'est-à-dire que Alpha, Émergence 4, Force multinationale, je ne sais pas s'il confond déjà la zone d'opération de la force, de ces différentes forces-là. Je ne sais pas si depuis quelque temps, avec le départ des forces tchadiennes, le manuel d'opération de la force multinationale avait été effectivement établi et mis en route. Comment est-ce qu'ils ont pu actionner tout ça? Ce serait bien quand même de nous l'expliquer. Mais quand on a, même si on aurait, c'est des Nigérians qui ont été détenus pendant... Encore qu'on n'a pas encore on n'a même pas encore suffisamment d'éléments prouvant qu'il y a des Nigérians et des Camerounais. Quand un gouvernement décide de communiquer sur un incident comme ça, sur une opération comme ça, c'est pour éviter les spéculations. Or, c'est le gouvernement camerounais qui a organisé la spéculation. Quand vous organisez la spéculation en tant que gouvernement, ça veut dire que soit votre information est fausse, soit vous n'avez aucune information du tout. Le gouvernement communique tel qu'on ne doit plus avoir à dire tel jour, à tel endroit, on a fait ceci. Il y a eu 900 personnes qui avaient été capturées à telle ou telle autre époque. On doit indiquer ça pour donner de la matière. Tous les journalistes qui ont écrit là ne sont pas sérieux. Un journaliste digne de ce nom, à moins qu'il ne soit suffisamment critique, ne doit mettre aucune ligne sur ce qui a été dit par le ministre. Si vous dites que vous êtes en situation de faute professionnelle, et comme on dit qu'il y aura une carte de presse bientôt, j'espère qu'avec la carte, les gens sauront qu'ils ne doivent pas écrire. Quand vous écrivez ça, ce qui a été dit là, vous êtes en train de porter atteinte à l'honorabilité de votre propre profession. Les journalistes agissent avec des matières à faire, comme les avocats, les juristes me le disent. Il y a des matières, il y a les faits en journalisme. Avoir fait libérer 900 otages voudrait dire que de tels otages auraient été capturés à une date connue, soit des journalistes, soit des forces de sécurité, auquel cas on nous l'aurait indiqué. Et le type de logistique qu'on utilise pour libérer un peu plus de 900 otages sans effraction, parce qu'il paraît qu'aucun des otages n'a été blessé, ils n'ont rien eu. On aurait pu aussi nous montrer au moins c'est des bagailles de ces otages, même si on évite, je ne sais pas s'il y a une convention qui dit qu'on ne doit pas montrer. Le chef d'État, Paul Biya, a reçu tous les otages qui ont été libérés dans les Sénats du Cameroun par nos forces de sécurité. Et quand cette opération qui serait la plus grandiose au monde aurait été, parce qu'il n'y a jamais eu un cas de violation de ce nombre depuis, moi je suis étudiant, un ancien étudiant d'histoire, je n'ai jamais appris qu'il y avait eu ce type d'opération militaire un jour, même du temps de la Deuxième Guerre mondiale, les gens qui étaient détenus, même dans les camps de Hitler, on n'avait jamais libéré aussi massivement les gens. Et quand une armée a réussi ce type d'exploit, je crois que ce n'est pas seulement sur les caméras camerounaises, on devait inviter les caméras du monde entier pour voir au moins ce qui a été fait. Parce que si ça a été fait, nous on ne dit pas que ça n'a pas été fait. Quand vous avez des informations, il faut vous arranger à communiquer comme si vous communiquiez aux gens qui ont été à la CIL.
Parce qu'on a été à la CIL, on connaît au moins des chiffres, on peut poser une ou deux questions. Et ce type de conférence de presse où, vous savez que c'est payé d'abord, où on paye les gens qui assistent souvent à ces conférences de presse-là, et vous ne posez aucune question. Parce que si j'étais là, en tant que journaliste, j'aurais demandé... Mais quand on prend ça, on sert aux gens, je crois que c'est peut-être une tentative de démoraliser même cette armée-là. Moi, je sais, en tant que citoyen, en tant que journaliste, que cette armée est en train de faire du bon travail. Elle fait du travail. Et tout récemment, le chef d'État a répondu à toutes les critiques en nommant justement au sein de tous les commandants opérationnels qui sont sur le terrain des responsables, c'est des colonels, des officiers au rang de grade de colonel qui ont été nommés pour parler au nom de ces unités-là qui sont en lutte contre Boko Haram. Il est bon que tous les politiciens qui ont chacun des calculs individuels ou collectifs laissent le soin à l'armée de faire son travail, de nous donner l'information qui peut nous être donnée. Parce que si vous voulez donner l'information à la presse, il faut vous arranger à vouloir donner la bonne information. Si vous ne voulez pas donner l'information à la presse, vous êtes libre. Je crois que l'armée est libre de ne pas communiquer sur un événement ou un incident tant qu'elle pense qu'il y a des choses qui ne méritent pas d'être sues. Mais quand c'est le porte-parole du gouvernement qui dit également que le chef d'État a adressé ses félicitations aux militaires à travers lui, nous pensions aussi au Cameroun que le chef d'État a délégué pouvoir à un ministre au Cameroun pour parler aux militaires. Et cette personne à qui le chef d'État a délégué des pouvoirs pour parler aux militaires, c'est le ministre délégué à la Défense et non le ministre de la Communication. C'est quoi qu'il faut que les uns et les autres se ressaisissent vite parce que ce n'est pas une petite affaire. Il y a des Camerounais qui meurent, il y a des soldats qui sont engagés sur le front, qui font le travail. Au nom de certains calculs, il ne faut pas donner l'impression qu'on est en train de vouloir booster le moral des troupes alors que ça peut produire un effet contraire. Alors, Maître Ediangué, Jacques Dobel soulignait tout à l'heure le moment choisi pour cette communication. Il faisait remarquer, c'est peut-être pour passer la pommade après tout ce qui a été dit dans le rapport de la Commission nationale des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, disons que je ne voudrais pas avoir ce type de vision parce que ça frise un peu avec l'idée politique de certaines personnes. Moi, je suis un observateur indépendant, je suis un avocat, j'ai certains outils. Et effectivement, il n'y a rien qui se fait au hasard au sein du gouvernement. Lorsqu'on communique là-bas, on sait pourquoi on communique à tel ou tel moment. Donc je pense que ça peut être ça, c'est possible. Mais ce n'est pas ça qui retient un peu mon attention. Qu'est-ce qui retient votre attention? Alors, déjà le ministre nous a habitués à ces communications assez curieuses quand même. C'est pas la première fois, mais il faut bien qu'ils se disent que le Cameroun appartient à tous les Camerounais et que nous avons quand même ce qu'on appelle le droit à l'information. Lorsqu'on veut communiquer aux Camerounais, c'est bien parce qu'on voudrait qu'ils aient le même niveau d'information que les autres. Alors il y a des choses qu'il faudra dire aux Camerounais. Bon, effectivement, moi, je n'ai jamais été au courant qu'on a enlevé des Camerounais. Dans le deux, lorsqu'on a arrêté certaines personnes qui sont suspectées d'être de Boko Haram, on les a vus à la télévision. On nous parle depuis de Aladi, Ghana. Bon, la moindre des choses, de nous montrer quand même que voici, hein, le voilà vivant ou bien le voilà mort, ainsi de suite. On n'a jamais eu ce type d'information. Alors, donc quand le ministre prend sur lui de relayer l'information du MINDEF, il faudrait qu'il fasse attention. Parce que ce n'est pas sûr que ce que le MINDEF a dit, c'est ce que lui il est venu dire. Le MINDEF a donné une information. Mais le traitement que fait le ministre de la Communication ne vise pas le même objectif que celui du MINDEF. Donc, il faudrait essayer qu'il soit un peu plus prudent à l'avenir. Ce type de communication, vraiment, ne nous sert pas, comme disait M. Kwebo. Il est question de savoir comment ça se passe là-bas à Maroc. On a vu, excusez-moi, je vais revenir sur le cas de la France, avec l'attentat là, on a vu comment c'était passé. Ils ont communiqué minute par minute. Évidemment, tout ce qui était stratégique était caché. Mais tout ce qu'on devait savoir, on a su. Et c'est comme ça qu'on communique. Ils ont raison, effectivement, de mettre l'omerta, c'est l'armée, de mettre l'omerta sur les stratégies, sur les opérations. Mais il y a les choses élémentaires. Et ce sont les Camerounais qu'on a enlevés, et ce sont les Nigérians, combien de femmes, combien d'hommes, combien d'enfants, pour revenir aux droits de l'homme. Donc, en ce moment, je peux, avec M. Dobil, penser que
Peut-être que c'est pour voiler justement ce rapport qui vient ternir l'image de l'État camerounais. Célestin Djamel, la communication d'Issa Tiroma Bakary n'a fait que relever de nombreuses questions, soulever de nombreuses interrogations, si vous me permettez. Oui, d'abord, il faut savoir que même si la guerre est déclarée par les politiques, la communication de guerre n'est pas la communication politique. Je veux dire par là que communiquer, c'est quoi? Dans ce cadre-là, c'est de passer des informations qui doivent refléter la réalité. Bien sûr, il y a des infos qui sont marquées du sceau du secret défense. Je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas mettre en péril la nation parce qu'on va absolument communiquer de manière transparente. Non. Il y a des informations, c'est vrai, qui ne sont substantielles. Et à ce titre-là, l'armée, l'État doit les cacher pour le bien-être des Camerounais et des Camerounaises. Maintenant, je considère que quand il y a communication de guerre, logiquement, il doit y avoir un service de communication au sein de l'armée. Donc, avoir un communicateur qui doit être un officier supérieur, qui doit donc passer les informations. Ça apporte plus de crédibilité. Maintenant, quand je regarde l'Évangile selon saint Tiroma, l'épître consacré, n'est-ce pas, au rapt et aux libérations des otages, je me dis, mais attendez. Il dit, il y a quelques années. Il ne précise pas combien d'années. Déjà, il y a un flou. Même s'il parle en français, n'empêche que le contenu est quand même assez chinois. On ne comprend que dalle. Comprenez? Donc, il ne faut pas mélanger la communication politique et la propagande. Monsieur Tiroma, dont on sait qu'il était opposant, ou pseudo-opposant il y a quelques années, est devenu, qui n'est pas RDP6, est devenu comment dirais-je, un biaïste inégalé aujourd'hui. Mais c'est le porte-parole du gouvernement, c'est un peu normal. Oui, porte-parole autoproclamé. Il n'y a pas de mention dans l'organigramme gouvernemental qui est un porte-parole. Bon, je dis par là que, quel que soit ce qu'il dit, il doit quand même dire les choses qui tiennent la route. On se rappelle de l'histoire de Vanessa Tchatchou. Il nous a raconté que l'enfant était mort et enterré. On n'a jamais vu l'enfant. Comment dirais-je? Donc, il faut simplement savoir que les Camerounais ne sont pas des moutons. Je dis, il peut faire cette gaffe une, deux fois, mais ça commence à devenir sa seconde nature. Et ça n'est pas acceptable. On aurait pu au moins nous dire que... Parce qu'en fait, quand on libère les otages avec 900 otages, ça n'est pas rien. Ça, c'est le record Guinness, les libérations. Ça suscite des réjouissances. L'État camerounais devrait s'en réjouir et d'avoir l'obsession même de présenter ces otages au peuple camerounais, ce qui n'a pas été fait. Donc, c'est du pipeau, c'est du n'importe quoi et c'est du bluff. Je rappelle que nous soutenons notre armée qui est réellement vaillante, qui a fait des réelles performances. On ne mélange pas ça avec la propagande politique qui est destinée à la campagne électorale de M. Paul Biya, dont M. Tiroma est aujourd'hui porte-parole. Il faut bien savoir cela. Donc on ne va pas se faire, comment dirais-je, abuser par ce genre de pseudo-communication. Ce n'est pas sérieux. Donc moi, j'ai dit que notre soutien aux forces armées, nos forces armées, n'est pas remis en cause de quelque manière que ce soit. Nous sommes Camerounais. On ne tolérera jamais que des barbares venus du Nigeria viennent prendre un petit bout de notre territoire. Jamais de la vie. Mais en même temps, on ne veut pas être des cautions de la campagne présidentielle pour 2018 de M. Paul Biya à travers M. Tiroma. Et il faut qu'on arrête de prendre les Camerounais pour des moutons. Jacques Dobel, un dernier mot là-dessus et puis on conclut rapidement. Mais je crois que tous les panélistes ont dit chacun ce qu'il fallait dire. Vraiment, je ne vois pas ce que j'ajouterais à ce qui a été dit par les uns et les autres. Et les autres. D'accord. Si vous êtes disponible dimanche prochain, ce sera avec plaisir qu'on vous recevra sur ce plateau. Ah, merci de me faire confiance. D'accord. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision dès 12h. Bon dimanche à tous.